document. J'avais hésité à écrire d'abord «L'avenir est votre affaire». Et j'ai pensé que ça serait très impertinent vis-à-vis des gens. Ce serait me mettre en dehors. Du coup, alors que je suis dedans complètement. N'est-ce pas, jusqu'au cou si je ne reculais pas devant le calembour. Nous sommes tous dans le coup et nous sommes seuls à pouvoir nous en sortir. C'est ça qui devient un paradoxe. Vous l'avez bien dit, en temps normal, ce titre serait banal. Oui. Aujourd'hui, il a l'air assez explosif, car il répond implicitement à toute une éducation que nous avons reçue, à toute la propagande que font nos États, à toute la propagande que font aussi les promoteurs des grandes affaires industrielles, énergétiques et autres, qui ont tout intérêt à ce que nous reculions devant nos responsabilités, qui ont tout intérêt à nous faire sentir que nous ne sommes pas capables de nous décider, quand il s'agit par exemple de centrales nucléaires, que c'est trop compliqué pour nous, et que si nous sommes mal informés, on va nous informer suffisamment, d'ailleurs, après qu'on ait travaillé pendant longtemps sans rien dire, et en nous mettant devant le fait accompli. Maintenant, on nous dit, si vous avez des craintes, c'est parce que sans doute vous vous rappelez Hiroshima, vous avez été traumatisé par Hiroshima. Les autres, semble-t-il, ça ne leur a rien fait du tout. Alors, si vous étiez bien informé, vous sauriez que toutes les précautions ont été prises, vous n'avez à vous inquiéter de rien. Laissez-nous faire. Quand des conseils généraux s'inquiètent tout de même et font des votes, 3 d'entre eux, demandant un moratoire dans la construction d'une centrale surgénératrice, on leur répond que la position officielle est prise et que rien ne l'infléchira et que si, par exemple, les députés ont envie d'avoir une discussion là-dessus, ils l'auront, bien sûr, mais ils ne voteront pas. Donc, de tous les côtés, que ce soit l'école, une bonne partie de la presse, les déclarations officielles, gouvernementales, ou les déclarations des promoteurs de la grande industrie et de l'énergie, tout nous pousse à constater, tout essaye de nous convaincre que l'avenir n'est pas notre affaire. C'est l'affaire d'impératifs économiques auxquels on se réfère continuellement. C'est l'affaire d'impératifs technologiques auxquels nous ne comprenons rien. C'est l'affaire de nécessité de défense nationale. Et là, on arrive au nœud de l'affaire. Quand j'ai découvert que presque toutes les choses qui me choquaient aujourd'hui, qui me montraient que le monde dans lequel nous sommes, la société dans laquelle nous sommes est en crise, d'une manière profonde, quand j'ai découvert que toutes les raisons que je trouvais à cette crise se ramenaient toujours, en fin de compte, à la préparation à la guerre. C'est à ce moment-là que j'ai compris le nœud de l'histoire, que j'ai trouvé cette formule. Non, l'avenir n'est pas l'affaire des gouvernements, n'est pas l'affaire des États. C'est notre affaire à nous, citoyens. Seulement, il faut que nous redécouvrions tout cela. Car nous avons peur de nos responsabilités, ce qui revient à dire que nous avons peur de nos libertés. Et bien entendu, ça c'est une chose que je répète depuis à peu près 50 ans dans tous mes écrits. L'homme sur lequel on doit faire la société, n'est-ce pas, la société est faite pour l'homme et pas pour gagner des guerres. L'homme sur lequel on doit faire la société est un homme à la fois libre et responsable parce qu'il est responsable et responsable parce qu'il est libre. Les deux choses sont indissociables. Mais n'est-il pas justement de plus en plus difficile de pouvoir trouver une information juste face à des notions quand même finalement extrêmement complexes? Vous avez raison, et d'ailleurs, du côté officiel, du côté des promoteurs du nucléaire, par exemple, on a tout fait pour nous persuader que c'était horriblement compliqué. En réalité, je crois qu'un citoyen, un laïc dans cette affaire, comme je suis, peut tout de même arriver à se faire une opinion en lisant pas mal de choses qui sont publiées par les uns et par les autres, par les promoteurs et par les critiques, en parlant, quand il le peut, avec des physiciens, en lisant leurs manifestes, qui se multiplient depuis quelque temps, manifestes dans lesquels ils expriment leurs graves inquiétudes vis-à-vis de tout cela, et en voyant la manière dont on leur répond, les mensonges
que l'on cherche à répandre officiellement. Officiellement, que l'on officialise. Que l'on officialise. Ça, vous les prenez la main dans le sac à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Car il est très curieux de voir, par une suite de citations de différentes revues ou de différents journaux que vous faites dans votre livre, à propos, par exemple, des précautions indispensables qui doivent être prises pour les centrales nucléaires. Il est très curieux de voir, et vous le soulignez, c'est simplement une affaire de grammaire, si j'ose dire. Car par moment, vous citez des phrases où on dit « toutes les précautions sont prises ». Et vous soulignez bien le « sont prises ». Et curieusement, quelques années après, vous lisez « toutes les précautions seraient prises ». Après, c'est le conditionnel. Et après, il y a un futur indéterminé « toutes les précautions seront prises ». C'est pour montrer à quel point cette information quasi impérative et officielle est finalement une information, je m'excuse du terme, vaseuse, qui ne correspond à rien de précis. C'est-à-dire finalement tout cela est le fait d'États-nations et non pas de gouvernement mondial en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est-à-dire de conscience mondiale des problèmes. Est-ce que je résume à peu près cette réflexion? Je dirais que pour moi, qui suis suisse, donc assez influencé par la politique de Rousseau, je ne dis pas sa philosophie, je ne la partage pas du tout. Je ne crois pas que l'homme est né bon et que la société le corrompt. Je crois que l'homme est né très méchant et qu'il faudrait tâcher de l'améliorer au lieu de le rendre toujours pire par les institutions. Mais je retiens beaucoup de choses de Rousseau, en particulier cette notion de peuple souverain. Le souverain, pour Rousseau, et c'est encore très sensible en Suisse, dans les mœurs courantes, le souverain, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est le citoyen. Oui. Par exemple, en Suisse, quand il y a des élections ou un vote, un référendum, une initiative, et qui se font toujours le dimanche, les journaux du lundi disent « le souverain s'est prononcé hier ». C'est absolument naturel. Oui. En France, si on parle de souverain, on pense au roi, on pense à De Gaulle, on pense à un monarque, quel que soit son titre, n'est-ce pas? C'est ça le souverain, ou c'est le gouvernement, ou c'est l'État. Et il faut rapprendre absolument, c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui, cette vérité fondamentale que le souverain, c'est en définitive chaque personne. Il faut donc faire renaître, favoriser la renaissance du sens de la responsabilité civique, sans laquelle il n'y a plus de liberté. Alors, en somme, mon livre, qu'est-ce que c'est? Nous avons parlé de l'exemple du nucléaire, qui est un bon exemple, une illustration, mais enfin, mon livre n'est pas là-dessus. Le sujet de mon livre, c'est la responsabilité de l'homme aujourd'hui. Une espèce d'essai de morale de l'homme libre, c'est-à-dire de l'homme responsable. Enfin, on peut prendre la chose comme on veut. Et de là, toutes les critiques que je porte à l'organisation actuelle du monde, qui est en crise incontestable, n'est-ce pas, et reconnue maintenant, je crois, par tout le monde, et le système de la crise, que je décris dans ma première partie, et les moyens d'en sortir tirés de cette analyse. Une des choses qui revient le plus souvent dans la dénonciation des crises actuelles, c'est la question de dimension, de gigantisme. Nous sommes en plein gigantisme aujourd'hui, nous sommes dans la superstition née au XIXe siècle que plus il y a de choses, plus il y a d'objets, plus ils sont grands, plus ils sont dangereux, et mieux ça vaut, et plus ils coûtent cher. Nous sommes absolument certains que le même objet, si on le vendait 10 fois plus cher, vaudrait 10 fois plus. Nous en sommes là, pratiquement dans la vie de tous les jours. Ça a été constaté et vérifié sur beaucoup de marchés, n'est-ce pas, où on vendait les mêmes pommes exactement sur différentes banquettes. En changeant simplement les prix, les gens prennent toujours les plus chers, persuadés que c'est les meilleurs. Nous sommes dans un monde quantitatif où on nous a abrutis de règles et de cette idée que plus c'est grand, mieux ça vaut. Alors, comme plus c'est grand, mieux ça vaut pour la guerre, moi je fais des constatations très simples, n'est-ce pas? Les petits pays, les petits États, aujourd'hui, sont toujours en tête dans tous les classements d'après le niveau de vie, le nombre de téléphones, le nombre d'automobiles, le degré de liberté civique et même l'intensité de la vie culturelle, le nombre de prix Nobel par million d'habitants, par exemple. On a fait toutes ces études-là. Les petits États ont tous les avantages sur les grands, sauf un, ils ne peuvent pas faire de grandes bêtises, c'est-à-dire de grandes guerres. Ça, ils ne peuvent pas. Alors, du fait que, par exemple, le sentiment d'impuissance qui nous enserre, qui nous angoisse tous devant le monde moderne,
et qui est surtout le sentiment qui naît chez l'homme des villes, qui n'est plus dans une communauté, et qui est dans une promiscuité affreuse avec des gens qu'il ne peut pas aimer parce qu'il ne peut rien faire avec eux. Il n'y a pas de but commun. C'est la fameuse foule solitaire décrite par le sociologue américain David Riesman, qui est une merveilleuse expression qui a fait fortune en Amérique et partout ailleurs. Les foules solitaires, ça vient des dimensions trop grandes des villes. On a fait des calculs tout à fait précis sur la criminalité et la délinquance, et on a trouvé que la délinquance dans les grands ensembles est directement proportionnelle au nombre des étages. Je donne ces chiffres dans mon livre. Oui, oui. Donc, on pourrait dire, très en résumé, très en gros, que une des sources les plus efficaces de la crise actuelle, les plus effectives, c'est les grandes dimensions. Alors, on est amené tout naturellement à renverser la vapeur et à dire la solution serait les choses petites, les petites dimensions. Et ça, c'est une des plus vieilles sagesses de la civilisation occidentale, européenne. On la trouve déjà dans Aristote qui disait « Le rayon d'une cité ne doit pas être plus grand que la portée de la voix d'un homme criant sur l'agora ». Platon disait aussi que la cité idéale aurait à peu près 50 000 habitants. Chose étrange, on revient à ces chiffres aujourd'hui. Les architectes les plus avant-gardistes, comme Constantin d'Oxyadis, le grec, qui est mort il y a quelques années, avaient retrouvé comme chiffre optimum pour une cité environ 50 000 habitants. Au-delà, on entre dans des difficultés économiques terribles et quand on arrive à des villes de 13 millions d'habitants comme New York, le maire de New York a déclaré il y a de nombreuses années « c'est ingouvernable ». C'est ingouvernable, de plus c'est invivable, de plus c'est désespérant. Ça crée de l'anxiété, donc revenons à de petites unités. Voilà la solution, très en gros, c'est de ramener nos grands États-nations à des régions qui puissent être à la taille de la voix humaine. Je ne dis pas d'un homme qui crie, mais aujourd'hui, on peut amplifier beaucoup la voix d'un homme criant sur l'agora par des circuits vidéo, par exemple. La condition pour que ça soit valable, c'est que les autres puissent répondre. Alors, c'est ce qu'on expérimente beaucoup maintenant dans les villes du Canada, où on crée des communautés de quartiers grâce aux circuits fermés de télévision. Et ça semble donner de bons résultats. Il faudrait généraliser tout cela. Il faudrait en tout cas créer chez les gens le souci de la vie communautaire reprise, retrouvée. Mais Denis de Rougemont, à partir de cette nécessité d'une vie communautaire, cela vient non pas à contre-courant de l'espèce, du génie de l'espèce, mais en tout cas des habitudes prises, des fameux États-nations. Je veux dire qu'on va fatalement, il me semble, dans cet avenir et notre affaire, on va fatalement vers une organisation de la planète très différente, c'est-à-dire retrouvant ses origines communautés, régions, et les régions ne constituant pas à leur tour des États-nations. Tout le contraire, c'est ça qui est important, parce que sinon, on retombe dans les erreurs du passé. Sauf que les régions seraient de petits États, et comme je le disais tout à l'heure, il y a tout de même un avantage très marqué aux petits États. Mais ça ne suffit pas. Le vice majeur de l'État-nation, c'est pas seulement qu'il est grand, c'est qu'il prétend imposer sa frontière à toutes les activités humaines. C'est ça, À la limite, n'est-ce pas, ça donne l'État totalitaire fermé de type nazi ou de type stalinien, où plus rien ne sort. On impose les mêmes frontières à la langue, à la religion dans le temps, maintenant à l'idéologie, à l'économie. On en vient à cette stupidité, si l'on y pense, cette aberration de déclarer qu'il y a des économies nationales. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'une entité économique, qui change tout le temps d'ailleurs, se trouverait correspondre avec les frontières de nos États qui ont été fixés au hasard des guerres et des traités, et qui changent tous les 80 ans, tandis que l'économie change tous les 5 ans. Il suffit d'implanter une usine quelque part pour changer toutes les conditions économiques de la région. Donc nous vivons sur une aberration complète, celle de l'État-nation, inventée par la Révolution française, mais surtout mise en forme par Napoléon, et bien entendu, dont l'ultima ratio, la dernière excuse ou justification, entre guillemets,
était la guerre, la préparation à la guerre ou les suites de la guerre. Hegel, tirant la leçon de ce qu'avaient fait les Jacobins et de ce qu'allait faire Bonaparte, Hegel a eu cette phrase pour moi essentielle: l'État cherche par la guerre au dehors la tranquillité qu'il n'a pas au dedans. C'est très simple. Quand ça va mal, au dedans, quand les régions s'agitent, quand il y a une crise sociale, par exemple, eh bien, on se prépare à la guerre, ce qui permet de faire appel à l'union sacrée. On dit maintenant, il n'y a plus ni breton, ni corse, ni occitan, que des Français face à l'ennemi séculaire, qui change d'ailleurs tout le temps, mais enfin, c'est tantôt les Anglais, tantôt les Allemands, ou les Russes, ou les Américains, enfin, on ne sait pas, on en trouvera toujours un. Le but de cette perversion de l'homme, qu'est l'État-nation, c'est notre perversion à nous tous. Oui. Pas L'État-nation est la somme de nos démissions personnelles. Ça n'est rien d'autre. Je ne suis absolument pas contre l'État, il en faut. Je dis toujours qu'il en faut à tous les étages. Déjà dans un couple, celui qui tient les comptes et qui prévoit un peu l'aménagement matériel du ménage, il joue le rôle de l'État. Il faut un État au niveau municipal, au niveau de l'entreprise, au niveau des régions aussi. Il faudra des organes étatiques. C'est un service public. Mais depuis 150 ans, depuis Napoléon, l'État ayant pris la place du roi, a voulu revêtir aussi la majesté du roi. Alors on parle de la majesté de l'État, de ses institutions, ce qui est une aberration totale. D'où l'idée de la souveraineté nationale. Oui. Que de crimes on commet en ton nom. La souveraineté nationale, justement, correspond à cette idée des frontières qui arrêterait les idées aussi bien que les personnes. Et qui, alors, n'arrête pas du tout les grandes pollutions. Voilà ce qui a donné au mouvement actuel de restauration des régions son plus grand impact et sa plus grande force de persuasion, notamment sur la jeunesse actuelle. C'est l'exemple des pollutions qui ne sont jamais arrêtées par les douaniers. Des pollutions dont sont responsables non pas tel ou tel État, mais l'ensemble de nos États ou plusieurs États qui sont parfaitement décelables, n'est-ce pas ? La pollution du Rhin, qui est une catastrophe européenne, elle est due aux Suisses, aux Allemands, aux Français, aux Luxembourgeois, aux Belges, aux Hollandais. Ça fait pas mal de coupables dans l'affaire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'améliorer l'état du Rhin ? C'est parce que chacun dit « je vous interdis de vous occuper de mes affaires internes. Moi, je pollue comme je veux, je pollue souverainement. » Voilà, souverainement. Oui. Et il n'est pas question de faire une entorse à la souveraineté nationale en concluant des accords avec les autres. On ne le fait qu'à la dernière extrémité, quand vraiment ça a l'air de se gâter tout à fait. Vous savez que les gens en Hollande sont très inquiets parce qu'ils n'ont plus d'eau. Ici, on boit des eaux qui ont été retraitées 6 fois, je crois, en moyenne, qui ont été bues déjà 6 fois. Mais à Amsterdam, à La Haye, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on en est à envisager déjà des mesures, faire venir des icebergs, ou faire venir l'eau du Spitzberg, ou du nord du cercle polaire. Oui, on va faire fondre les icebergs. En faisant fondre tout ça. Oui. Alors, par le biais des régions et de la pollution, on sent aujourd'hui tout un mouvement qui monte, qui s'amplifie dans tous les pays d'Europe, qui gagnera certainement aussi les pays de l'Est, peu à peu. Parce que des mouvements comme ça, ils résultent d'une situation donnée à laquelle les gens réagissent spontanément. Donc ça n'est pas une question de propagande, ni d'arrêter la propagande aux frontières. Les gens finiront par tirer les mêmes conclusions des mêmes dangers, et des mêmes maux qu'ils vivent, qu'ils subissent. Et moi, je suis très confiant en ce sens que, évidemment, je ne suis pas confiant du tout dans la situation actuelle si nous la laissons courir. Je pense que si l'on prolonge les lignes de ce qui existe aujourd'hui, il n'y a aucune chance que nulle part on n'arrive pas au désastre. D'ailleurs, je crois bien que le président Giscard d'Estaing lui-même a dit une phrase à peu près dans ce sens. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'en tire pas de conséquences. Moi, je pense que, étant donné que tout va au désastre calculable, n'est-ce pas ? Si une pomme est en chute libre, on sait exactement au millième de seconde à quel moment elle touchera le sol. Si l'homme n'intervient plus, si on laisse tout faire aux ordinateurs ou aux fameux impératifs technologiques, on sait
à quel moment nous ferons la culbute dans le grand gouffre final. Tandis que, si nous redressons les choses très vite, je pense que nous avons 10 ou 15 ans, au grand maximum, pour le faire. Ce qui n'est rien dans la longueur de l'histoire humaine. Et ce qui n'est pas grand-chose devant la durée des États-nations qui ont maintenant à peu près 180 ans et qui sont copiés par la Terre entière. N'est-ce pas ? Nos vieux États-nations européens sont aujourd'hui copiés par le tiers-monde, mal et à son détriment. C'est sa manière à lui de se recoloniser en adoptant les pires vices des Occidentaux. Nous avons 10 à 15 ans pour renverser la vapeur. Cela paraît impossible et moi je sens qu'il y a une possibilité quand je vois les mouvements écologistes, les mouvements régionalistes, qui sont les seuls mobilisateurs, qui arrivent à mobiliser des foules de 80 000 personnes à Cresmalville cet été et 350 000 personnes près de Poplune pour les régions basques. Je ne vois aucun parti, aucune idéologie de tradition 19e siècle, n'est-ce pas, gauche ou droite, peu importe, ou centriste, qui soit capable de mobiliser, surtout la jeunesse, à ce point. Car dans ces rassemblements, l'énorme majorité des gens sont des gens de moins de 30 ans. Ça me donne un certain espoir. La question reste ouverte de l'avenir, n'est-ce pas, puisqu'il est notre affaire. Tout dépend de ce que nous pourrons faire dans les 10 ans qui viennent. Mais je ne pense plus que le désastre est inévitable, comme on pouvait le penser lors des premières publications du Club de Rome, par exemple. Quand je vois ce que je vis tous ces temps-ci, dans mes contacts avec les mouvements régionalistes et les groupes écologiques, je reprends un espoir sérieux. Si bien que, en somme, mon livre, dont certains ont pensé qu'il était un constat de pessimisme terrible, et aux yeux de certains autres, un manifeste d'espoir européen.